Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier acte de cette guerre en Ukraine avant l'épilogue qui se déroulera en fin d'année avec l'élection américaine que tout le monde attend déjà avec beaucoup d'impatience. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux grands gagnants potentiels de cette guerre et vous allez voir qu'un des gagnants, même sans participer officiellement militairement à cette guerre, se remplit les poches abondamment. Abonnez-vous à la chaîne les amis et activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette forte période, vous savez quoi. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Alors on va commencer de suite avec un court extrait du vote du plan d'aide de 61 milliards de dollars au budget militaire de l'Ukraine. Les élus de la Chambre des représentants américains brandissant le drapeau ukrainien. Après des mois de débat, ils viennent de voter un plan d'aide à l'Ukraine. 311 voix pour, 112 contre. La proposition de loi passe. Elle prévoit le déblocage de 61 milliards de dollars pour soutenir le pays en souffrance sur le terrain après plus de 2 ans de guerre. Voilà, donc ça c'est fait. On pourrait donc se dire que les États-Unis ont voté ce plan d'aide uniquement pour sauver l'Ukraine du grand méchant loup russe. Alors oui, mais pas que. Écoutons Anthony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis, sur l'une des raisons principales. À propos de cela, et cela s'adresse davantage au public américain, si vous regardez les investissements que nous avons faits pour la défense de l'Ukraine, pour qu'elle fasse face à cette agression, 90% de l'aide à la sécurité que nous avons fournie a été en fait dépensée ici aux États-Unis avec nos fabricants pour notre production. Et cela a généré davantage d'emplois aux États-Unis, davantage de croissance dans notre propre économie. C'est donc une situation gagnant-gagnant que nous devons poursuivre. Voilà donc une solution gagnant-gagnant pour tous les États-Unis et aussi pour tous les investisseurs dans les industries d'armement aux États-Unis, comme par exemple BlackRock, Vanguard, la famille Bush ou tout autre vautour aimant gagner beaucoup d'argent sur la guerre et la mort des gueux. Et écoutons Victoria Nuland, ancienne sous-secrétaire d'État à l'origine du Maïdan, le coup d'État américain en Ukraine en 2024. Christiane, j'ai une grande confiance que quand la Chambre reviendra après avoir été dans leur district et entendu le peuple américain, après avoir entendu parler de l'Ukraine, ils ont entendu parler de l'Europe qui d'ailleurs vient de passer 54 milliards de dollars en aide supplémentaire elle-même. Que nous ferons ce que nous avons toujours fait, qui est de défendre la démocratie et la liberté dans le monde entier, pas seulement pour les victimes de tyrans comme Poutine, mais dans notre propre intérêt pour préserver un ordre international libre et ouvert. C'est ce qu'on doit faire, on l'a déjà fait. Et au fait, nous devons nous rappeler que la majeure partie de cet argent va directement aux États-Unis pour fabriquer ces armes, y compris des emplois bien rémunérés dans quelques 40 États aux États-Unis. Et oui, donc plein d'argent pour les États-Unis et écoutez Donald Trump. Nous sommes en train d'examiner ceci en ce moment même et ils en parlent et nous envisageons de le faire sous la forme d'un prêt plutôt que d'un simple cadeau. Nous continuons à distribuer des cadeaux de milliards et de milliards de dollars et nous examinons ceci. Mais ce qui est bien plus important pour moi est le fait que l'Europe doit prendre les devants et donner de l'argent. Ils doivent égaliser. S'ils n'égalisent pas, je serai contrarié. Donc beaucoup peuvent être amenés à penser que Donald Trump s'est totalement couché. Alors il faut juste apporter des explications pour pouvoir le comprendre. Il est OK pour le plan d'aide, mais il veut également que l'Europe donne autant d'argent que les États-Unis. Et c'est là où on doit bien comprendre que l'Europe n'a presque plus d'industrie d'armement. Les stocks militaires sont totalement vides dans toute l'Europe. Et donc l'Europe sera obligée de commander aux États-Unis. Et tout cet argent servira donc à enrichir les États-Unis. Il sait aussi que toutes les armes seront produites, bien évidemment, mais qu'elles ne pourront pas arriver en Ukraine avant la fin de l'année, en gros en même temps que son élection, où il sortira de l'OTAN et stoppera net le conflit pour des négociations en 24 heures comme il l'a déjà dit. Donc ici, il agit en businessman pour son pays et uniquement son pays afin de relancer économiquement son pays en faillite. Et l'appel de Donald Trump fut bien reçu par tous les pantins du système avec Stoltenberg, ici le secrétaire général de l'OTAN. Mais l'Ukraine a encore besoin de plus. C'est pourquoi si les Alliés sont confrontés à un choix entre la réalisation des objectifs de capacité de l'OTAN et l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine, mon message est clair, envoyez plus d'aide à l'Ukraine. Le Danemark en est un bon exemple, puisqu'il a fourni toute l'artillerie aux Ukrainiens.
mais aussi avec des plans clairs en place pour reconstituer les stocks nationaux. Voilà donc, pays européens, envoyez tout votre matériel militaire et tout votre argent dans le pays le plus corrompu de la planète afin que Zelensky puisse acheter une nouvelle villa pour toute sa famille et donner plein d'argent à l'industrie de guerre américaine. Et écoutons Éric Denessé, un expert français en renseignement et en géopolitique, directeur et fondateur du Centre français de recherche sur le renseignement. Aujourd'hui, il faut regarder Stoltenberg comme le porte-parole des États-Unis. Et sur ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, vu que les Américains se désengagent, ils sont d'une certaine manière embêtés parce qu'ils ont tellement poussé les Ukrainiens dans ce conflit, parce qu'il faut aussi le dire, la population ukrainienne, d'ailleurs des deux bords, qui meurent aujourd'hui sur le combat, les civils, eux n'y sont pour rien. C'est la responsabilité des acteurs étrangers qui est à l'origine de ce conflit. Donc les Américains essaient quand même de sauver un petit peu la face, de faire en sorte que l'OTAN est derrière les Européens, se substitue à eux, même si c'est d'une manière plus modérée. Il faut aussi rappeler que jamais l'aide américaine à l'Ukraine n'a dépassé l'équivalent de 5% du budget de la défense, des dépenses américaines. Donc c'est en réalité une forme d'échec américain, puisqu'ils n'ont pas réussi à affaiblir la Russie, mais c'est un succès parce que ça ne leur a pas coûté si cher que ça, et surtout, ils ont mis l'Europe à genoux, puisque maintenant nous achetons tous du gaz naturel liquéfié, en grande partie aux États-Unis, mais aussi en Norvège, il faut le rappeler. Nous achetons aussi de plus en plus d'armements américains, puisque les Américains poussent au réarmement, et au réarmement rapide, donc nous n'avons pas le temps de remettre en place nos propres chaînes de production, et on voit l'économie américaine en ce moment extrêmement florissante. Si on regarde le New York Stock Exchange, on voit que la bourse repart à la hausse. Donc le grand gagnant économiquement parlant, c'est les États-Unis qui dépouillent totalement l'Europe de tout son pognon. Et nous allons voir ensemble que les États-Unis emploient une variété de techniques différentes pour y parvenir. Et bien sûr, le toutou français répond présent. Eh bien nous, Européens, nous devons nous mobiliser et donc, en Européens, bâtir des solutions de financement nouvelles. Nous y travaillons main dans la main avec l'Allemagne et nous avons eu l'occasion de sécuriser des premiers financements, la facilité européenne de paix, l'aide budgétaire et donc c'est les fameux 50 milliards qu'on a décidé en février pour l'Ukraine. Mais on devra peut-être décider de faire davantage si les Américains ne sont pas au rendez-vous. Voilà donc, très cher ami français, va falloir accepter de se sacrifier une nouvelle fois pour donner plein d'argent aux États-Unis. Et certainement que cette fois, ils se serviront sur nos comptes d'épargne comme ils n'arrêtent pas de le suggérer en ce moment. Et écoutez un autre caniche des Américains, j'ai nommé Peter Pavel, le président tchèque. Parce que nous avons réalisé que la République tchèque et d'autres pays n'ont pas assez de ressources propres en stock pour les donner à l'Ukraine. Et c'est pourquoi nous avons commencé à chercher ailleurs, partout où cet équipement, où ces munitions étaient disponibles, parce que l'aide américaine à l'Ukraine ne peut pas être remplacée. L'Europe en fait de plus en plus. Les pays européens en assument la responsabilité, mais les États-Unis en fournissent encore au moins 50%. Donc lui aussi va acheter des armes américaines pour les envoyer en Ukraine. Allez, on revient tout de suite sur Éric Denessé. D'abord, je crois effectivement que l'année à venir avec les élections américaines va être déterminante. Je ne pense pas qu'on arrive à une solution avant ces élections-là, parce que tout le monde a intérêt à ce que ça reste figé pour que ça n'influence pas le scrutin. Mais il peut se passer des tas de choses. Vous le disiez en commençant, moi je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. La Russie ne peut pas gagner, ne peut pas perdre cette guerre. Il l'a quasiment gagnée. Jusqu'à quel point? Est-ce qu'il va y avoir d'autres offensives? Est-ce que les Ukrainiens vont totalement s'écrouler? Les moyens que peuvent apporter les Occidentaux sont très très limités. Aujourd'hui, il faut le dire, on a un discours bien sûr très belliciste du président de la République en disant il faut produire des munitions, mais nous n'avons pas les chaînes pour produire des munitions. Et aujourd'hui, lorsqu'on dialogue avec les industriels, ils nous disent le gouvernement est bien gentil en nous demandant de produire, mais pour l'instant, nous n'avons aucune commande. Donc je pense que tout le monde a bien entendu, sur les 53 milliards d'euros engagés par l'Europe pour aider l'Ukraine, les industries d'armement françaises n'ont absolument reçu aucune commande. Mais qui a reçu les commandes alors? Je vous laisse deviner. Et oui, les États-Unis, bien sûr, ces mêmes États-Unis qui ont accepté expressément que la Banque Centrale Européenne puisse voler 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour les donner à l'Ukraine. Et petite question, à 300 milliards d'euros, à quoi vont servir ces 300 milliards d'euros? Eh bien oui, à acheter des armes américaines, jackpot. Et écoutez la réaction de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, sur le vol des avoirs russes. Ce sont des voleurs, nous l'avons compris depuis longtemps. Auparavant, ils volaient au sens politique du terme.
en refusant des accords, en essayant de tromper quelqu'un. Et maintenant, il vole au sens littéral, puisqu'il cherche des moyens légaux de confisquer les actifs russes. Ou si j'ai bien compris, dans un premier temps, de confisquer les bénéfices qu'ils tirent de ces actifs et de les envoyer en Ukraine. Les Européens ont encore quelques signes de respect pour leurs propres lois. C'est pourquoi ils retardent ces décisions. Mais selon nos informations, les Américains leur expliquent lors de contacts fermés comment modifier ces lois afin de tout prendre et de tout voler. Nous verrons bien. Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a commenté ce sujet aujourd'hui et a déclaré que si une telle confiscation avait physiquement lieu, nous aurions également quelque chose à confisquer en réponse. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit, écoutons Alain Juillet, l'ancien directeur du renseignement de la DGSE. Et là, quand vous grattez, vous découvrez que le président Zelensky a signé un accord avec le fonds d'investissement américain BlackRock, le plus gros fonds d'investissement, pour que ce soit lui qui pilote toute la reconstruction en Ukraine. Ça veut dire que les Français vont devoir demander à BlackRock les financements pour faire cette reconstruction. Et là, vous me permettrez de dire par expérience que ça sera certainement assez difficile pour les Français et qu'ils n'auront certainement pas tous les moyens qu'ils espèrent. Donc, il faut se méfier. On annonce, et tant mieux, on annonce qu'on va pouvoir participer à la reconstruction, mais il faut être prudent sur ce qu'on pourra vraiment faire quand il s'agira d'obtenir les financements permettant de le faire. Et encore une fois, qui va sortir gagnant de tout ça? Les Américains, bien sûr. J'imagine très bien que Trump va passer en novembre. Il pourrait y avoir un cessez-le-feu avec un armistice signé entre l'Ukraine et la Russie. La Russie prendrait les territoires russophones de l'Ukraine et l'Ukraine restante serait reconstruite par les Américains avec BlackRock en chef d'orchestre. Voilà, tout est bien ficelé d'avance et comme à Sarajevo, l'Europe va se faire farcir par les Américains. Et écoutons un autre Tartuffe, le Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur. Et croyez-moi, la Russie a dépensé l'année dernière 64 milliards d'euros pour sa défense. Nous, c'est 240 milliards en Europe. Donc, on a tout ce qu'il faut. N'ayons pas peur. Voilà donc selon ce décérébré, l'Europe a investi 240 milliards d'euros pour sa défense, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la guerre. Sauf qu'en fait, bien sûr, on n'a rien du tout pour arrêter les fameux missiles nucléaires hypersoniques de la Russie. C'est ballot quand même. Mais ça, c'est pas très grave pour ce bocal vide. Revenons sur Alain Juillet. Après 2 ans de guerre en Ukraine, quand on regarde le résultat aujourd'hui, il est certain que l'Europe est considérablement affaiblie depuis le démarrage de cette guerre en Ukraine et que les États-Unis en tirent parti, puisque les États-Unis sont maintenant pratiquement le principal fournisseur de gaz. Or, ils nous vendent le gaz de schiste américain, entre parenthèses, beaucoup plus cher qu'il n'est vendu aux États-Unis, aux compagnies, aux particuliers américains. Donc, si vous voulez, c'est du tout bénéfice. Et quand on voit aujourd'hui la crise économique importante, puisqu'ils sont en récession, de l'Allemagne, qui ne s'attendait pas à ça, l'Allemagne, première puissance européenne, qui est complètement déstabilisée sur le plan économique. Quand on voit notre position à nous, parce que, avec la découverte, entre guillemets, qu'on avait perdu beaucoup l'année dernière, beaucoup plus qu'annoncé l'année dernière, on voit bien qu'on est tous en difficulté. Les Anglais vont mal, tout le monde va mal. Tout le monde va mal, et c'est la conséquence d'une politique qui a été menée et qui est menée par les Américains. Voilà donc en gros, les États-Unis sont en train de piller l'Europe avec la complicité de nos dirigeants. Et écoutez... Les États-Unis nous ont fait prendre des mesures extrêmement strictes contre la Russie, des sanctions. C'est les Américains qui nous ont amené les sanctions, qui en ont fait la liste et que nous avons appliquées. Dans le même temps, qui fournit l'uranium aux centrales nucléaires américaines? Les Russes? Personne n'en parle.
C'est bien la preuve, si vous voulez, qu'il y a, on il y a peut deux poids, imaginer deux que si mesures. c'était les centrales françaises qui étaient fournies par les Russes, ça aurait posé plus de problèmes. D'ailleurs, actuellement, ils sont en train de ils veulent faire un vote aux États-Unis au Congrès pour nous empêcher de travailler avec les Russes sur le recyclage de carburant nucléaire usé. Ils sont en train de préparer une loi pour nous l'interdire, alors qu'eux, ils ne se gênent pas pour travailler directement avec les Russes en achetant du produit, du combustible nucléaire. Donc, et là-dessus, c'est clair, ils jouent leur jeu, et leur jeu, il est très... Les Américains, et on les comprend de leur point de vue, il faut bien voir les choses en face. Nous, ça nous choque, bien sûr, mais de leur point de vue, ils ont réussi un coup de maître, ils ont affaibli l'Europe considérablement, au moment où ils ont absolument besoin d'affirmer leur capacité de puissance par rapport aux Chinois, ils ont affaibli l'Europe qui pouvait devenir un concurrent dans cette histoire entre la Chine et les États-Unis. Donc ils ont gagné. Pour le moment, les grands gagnants de l'opération, ce sont les Américains. Donc avec les Américains, c'est fais ce que je dis et surtout ne fais pas ce que je fais. Bien sûr, les très grands perdants économiquement parlant, c'est bien évidemment l'Europe gravement endettée au profit bien sûr des États-Unis. Et donc on continue à acheter des armes alors que même les télés mainstream disent ça. Avec cette alerte, en tout cas, qui provient d'officiers ukrainiens, et c'est une alerte qui est relatée par Politico. L'alerte, elle est claire et elle est pessimiste, on va le voir. Elle provient d'officiers donc militaires de haut rang qui ont servi sous les ordres du général Zaloujny, l'ancien commandant en chef des armées qui a été remercié en février. Alors, selon ces officiers qui parlent de façon anonyme, la situation, elle est plutôt sombre. Regardez ce qu'ils disent. Il existe un grand risque d'effondrement des lignes de front partout où les généraux russes décident de concentrer leur offensive. Ces officiers qui évoquent également l'utilisation massive de ces bombes, les FAB 500, 1000, maintenant 3000 utilisées par les Russes, des bombes qui sont produites en masse, qui ne coûtent pas cher et qui provoquent des dégâts massifs. Regardez ce qu'ils disent, grâce à un poids numérique bien plus important et aux bombes aériennes guidées qui détruisent les positions ukrainiennes depuis des semaines, la Russie sera probablement en mesure de pénétrer dans la ligne de front et de l'écraser dans certaines parties. Voilà, donc la Russie est en train de remporter la guerre et même Zelensky commence à comprendre que ses alliés vont le lâcher. Vous savez, lorsque quelqu'un dit que nos alliés ne peuvent pas nous fournir telle ou telle arme ou qu'ils ne peuvent pas être en Ukraine avec telle ou telle force parce que cela serait perçu comme si l'Ukraine engageait l'OTAN dans la guerre, après l'attentat d'hier, je voudrais vous poser une question. Israël fait-il partie de l'OTAN ou non? Voici la réponse. Israël n'est pas un pays de l'OTAN. Et oui, il comprend que ces pseudo-alliés en font beaucoup plus pour protéger Israël. Et il comprend qu'en Ukraine, c'est pas le Moyen-Orient avec ses puits de pétrole. Et écoutez David Cameron, le ministre des Affaires étrangères. Je soutiens que c'est un très bon rapport qualité-prix pour les États-Unis et pour d'autres. Peut-être que pour environ 5 ou 10% de votre budget de défense, près de la moitié de l'équipement militaire russe d'avant-guerre a été détruit sans la perte d'une seule vie américaine. Il s'agit d'un investissement dans la sécurité des États-Unis. Et donc, en gros, il dit que les Ukrainiens ont servi de chair à canon pour mener une guerre proxy très très bon marché contre la Russie. Et ce gars-là dit que c'est génial. On est vraiment dans les fausses sceptiques de l'humanité. Écoutons Alain Juillet réagir à ces propos. Bon, et voilà M. Cameron qui dit on n'a pas perdu une seule vie américaine, donc c'est parfait. Mais attendez, 1 500 000 blessés et morts sur le terrain entre les Russes et les Ukrainiens, et il trouve ça normal, lui, pourquoi il ne fait pas la guerre? Vous savez, ça me rappelle quand le président de la République française a dit on va aller faire la guerre là-bas, il y a eu quelques personnages, quelques éditorialistes, qui ont dit oui, il faut faire la guerre, il faut y aller et tout ça. Et moi, tout de suite, ce que j'ai dit, mais attendez, on va leur acheter une Kalachnikov et un billet d'avion, mais qu'ils y aillent. Ces gens si courageux qui sont là pour dire aux autres allez-y, mais qui ne savent pas ce que c'est que faire la guerre. Parce que nous sommes devenus des gens qui sous-traitons la guerre. Alors chez nous, à l'armée qui sont des professionnels, et aux autres, on dit ah ben les autres ils se font tuer. Comme disait, c'est très dur, mais il y a 2 ans, il y avait un bruit au début de la guerre en Ukraine, on disait que Biden avait, ce qui n'était pas exact, mais on disait Biden avait dit nous ferons la guerre en Ukraine jusqu'au dernier des Ukrainiens. Quand j'entends Cameron, je me dis mais c'est peut-être vrai. Alors non, c'est pas acceptable. Et oui, c'est leur plan, et pour le prouver, écoutez ce qu'en dit l'ambassadeur de France en Ukraine. C'est d'abord un signe que la guerre va durer, effectivement, et que tout le monde s'attend à ce qu'elle s'étende au moins jusqu'en 2025. Ensuite, l'impact de cette mesure, il sera évidemment très différent
puisque suivant comment elle sera appliquée. Parce qu'en réalité, on sait que grosso modo, ça veut dire qu'il y aura à peu près 200 000 jeunes Ukrainiens de plus qui sont mobilisables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mobilisés, parce qu'il y a d'autres conditions d'exemption. Et donc, par ailleurs, il y a actuellement en discussion à la Rada, le Parlement ukrainien, une loi sur la mobilisation qui doit permettre d'affiner les conditions justement d'exemption et les conditions de mobilisation. Donc, il faudra voir, c'est un peu trop tôt pour dire, mais ça montre que oui, cette guerre va durer et que les Ukrainiens se préparent à ce qu'elle dure, y compris avec des mesures qui forcément sont pas très populaires. Alors des mesures pas populaires du tout, bien évidemment, car les Ukrainiens mobilisent, réquisitionnent maintenant de façon très large avec des femmes, des handicapés mentaux et des jeunes à partir de 16 ans. Donc oui, ils sont partis pour sacrifier tout le peuple ukrainien, alors que même selon les généraux de plateau, la guerre est sur le point d'être perdue en Ukraine. Depuis 2 ans, les Occidentaux ont toujours donné au dernier moment, là encore c'est 61 milliards, au dernier moment, au moment où le désespoir commençait à affecter sérieusement la société et l'armée ukrainienne. Mais ça ne suffira pas à leur donner des perspectives de reconquête. Ça, c'est clair. Donc, on est toujours dans le maintien et ce truc-là peut puruler pendant 5 ans. Ça ne suffira pas. C'est à l'affirmatif. Ça ne suffira pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, ça va permettre de rééquilibrer. Ça sert à quoi alors ? Ça va servir à quoi, pardon ? Je ne dis pas que ça sert à rien. Alors, ça va servir à quoi ? Aujourd'hui, la fenêtre d'opportunité des Russes pour reconquérir une partie du territoire qu'ils réclament se ferme. C'est-à-dire que pour 2024, pour moi, c'est terminé. Alors, ils ont encore une fenêtre de quelques jours, parce que le temps que ça arrive, ils vont essayer de pousser des gains, mais ils vont entailler un peu, et ils ne perceront pas le front. Ça, pour 2024, c'est terminé. C'est terminé. Donc, voilà. C'est quand même énorme. Voilà donc, selon ce dernier général extasié, les Russes ne pourront plus avancer en 2024 et il est content. Des jeunes, des femmes, des handicapés mentaux ukrainiens seront tués, mais les Russes n'avanceront pas. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que les Russes avanceront quand même et seront à Kiev cette année. Mais bon, ça, seul le temps nous le dira. En attendant, retour sur Eric Denessé. Et oui, on le voit bien, les dés sont jetés aujourd'hui. Alors, on ne connaît pas exactement ce que va être l'avenir. Est-ce que les Russes vont aller plus loin ? Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les Ukrainiens ont perdu, les Américains le disent, les Américains le savent. Ils le disent pas, officiellement, mais ils savent que l'affaire est pliée. Les Russes savent aussi qu'ils ont eu gain de cause. On n'est absolument pas, par contre, au courant de ce que sont les buts de Vladimir Poutine, qui n'ont cessé d'évoluer depuis le début du conflit. Veulent-ils aller plus loin ? Veulent-ils maintenant négocier ? Si, bien sûr, Zelensky a accepté d'entrer dans des négociations. Voilà, c'est le point d'interrogation. Mais j'ai envie de dire, le match est plié, mais on ne connaît pas le score. De toute façon, on sera très vite fixé cet été. Si Ursula von der Leyen repasse présidente de la Commission européenne, on aura le droit à des faucons super poudrés jusqu'aux oreilles avec un sentiment d'invincibilité puissant qui n'auront alors plus rien à perdre. Et ces fous furieux nous enverront à l'abattoir comme les Ukrainiens dans une guerre qu'aucun peuple ne veut. Alors, votez bien mes amis pour les élections européennes et pensez Florian Philippot ou François Asselineau. Il faut sortir expressément de cette Europe. Juste une petite parenthèse importante, c'est juste dommage que les deux, Florian Philippot et François Asselineau, ne s'associent pas pour sortir de cette Europe mafieuse. Il est temps que tous les souverainistes marchent ensemble, main dans la main, maintenant. Et écoutez... Les Américains sont finalement à la fois des apprentis sorciers, on l'a vu dans les origines de cette guerre, on en reparlera peut-être, mais ce sont aussi des gens extrêmement pragmatiques. Quand ils sentent que ça ne marche pas, ils n'hésitent pas à faire machine arrière et à faire un virage à 180 degrés. Et ce qu'ils préparaient de faire, on ne le voit pas encore, mais à mon avis on va prendre la direction, c'est refiler la patate chaude aux Européens, en disant maintenant c'est votre conflit, alors que ce sont eux qui l'ont déclenché, qui ont contribué à le déclencher. Moi je le réaffirme avec force, l'extension de l'OTAN et les provocations dans le Donbass ont poussé à l'intervention de Moscou. Il y a bien sûr une intervention russe qui est indéniable, qu'on peut condamner, mais elle n'est pas spontanée. Et à partir de ce moment-là, c'est nous Européens qui allons nous retrouver à gérer une situation que nous n'avons pas provoquée, dont nous ne voulions pas. Et donc la chair à canon, ce sera nous, la pompe Afrique, ce sera nous, et tous les pays d'Europe détruits, ce sera encore nous, voilà. Et pourtant, malgré la position de force russe en Ukraine, certains généraux de plateau continuent la propagande. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider l'Ukraine en transformant ces milliards de dollars en matériel ? De quoi ont besoin les soldats ukrainiens en ce moment ? Très concrètement, d'abord des obus de 155 mm
que les Américains en livrent un maximum très rapidement. Il y en a qui sont stockés actuellement en Europe et qui vont pouvoir être mis au service des armées ukrainiennes. N'oublions pas que l'Europe a fait un effort extrêmement significatif parce que je crois que en mars ou début avril, l'Europe avait débloqué 24 milliards de dollars de différents types. On va en parler si ça vous intéresse. La seconde chose, c'est les systèmes solaires, comme il avait été dit précédemment sur le plateau. Ça, c'est extrêmement important. On voit d'ailleurs le succès qu'a obtenu un tir de missile hier sur un Tupolev 22 qui était une surprise pour les Russes. Et donc, ces systèmes solaires, c'est très important pour protéger les populations, protéger les villes et protéger bien sûr les soldats sur le front. La troisième chose, ça va être les équipements aériens, c'est-à-dire bien sûr dans la foulée, si vous voulez, de la livraison des F-16 qui devrait maintenant approcher, des équipements militaires pour ces F-16, c'est-à-dire des bombes guidées, également pour les MiG-29 ou les Sukhoi 25, et puis des missiles longue portée. Tout ça, c'est des choses qui sont nécessaires sur le front ukrainien, qui vont quand même changer la donne pour l'année 2024. Donc la livraison des F-16 va tout changer selon ce général de plateau. Alors écoutons le commentaire d'un ancien pilote de chasse français. Mais quand on voit le volume, en tout cas disponible en source ouverte, avec lequel les Ukrainiens sont en train d'essayer de reconstruire leur armée de l'air, on parle d'une dizaine de jeunes pilotes qui ont été formés par les Britanniques, qui devraient venir à Cazo. 10 pilotes, c'est absolument rien pour 1000 à 1200 km de front à tenir. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Vous allez peut-être, avec 10 pilotes, pouvoir protéger une ville comme Odessa pendant 5 heures par jour, pendant 6 heures par jour. Et encore, ça dépend de la menace. Donc voilà, en gros, ces 12 potentiels F-16 qui devraient arriver sur le territoire ukrainien pourront éventuellement protéger une ville comme Odessa seulement 6 heures par jour. Voilà, tout est dit et écoutez la réaction de Vladimir Poutine sur le sujet. S'ils livrent le F-16 et ils en parlent déjà, ils forment les pilotes. Je pense que vous le comprenez mieux que quiconque, que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. Et nous détruirons leurs avions, tout comme nous détruisons aujourd'hui leurs chars, véhicules blindés et autres équipements, y compris les lance-roquettes multiples. Bien sûr, s'ils sont utilisés à partir d'aérodromes de pays tiers, ils deviennent une cible légitime pour nous, où qu'ils se trouvent. Les F-16 sont également porteurs d'armes nucléaires. Et nous devrons en tenir compte lors de l'organisation des combats. Alors, je sais pas pourquoi, j'imagine que ces F-16 pourraient décoller de la base en Roumanie qui est actuellement en construction, juste à côté d'Odessa, et qu'une guerre mondiale pourrait potentiellement se déclencher si la Russie décidait de bombarder cette base sur le territoire de l'OTAN. Et oui, ces salauds essayent de tout planifier. Et écoutons un gradé ukrainien prenant conscience du danger que représente la ville de Kharkov en Ukraine. Si le front approche de la ville à une distance de 15 km et c'est la distance des tirs d'artillerie, il faut évacuer de force toute la ville. Et tous les militaires qui comprennent ce que je dis le savent. Parce que les locaux communiquent avec l'ennemi et la détection de certaines cibles, etc. C'est un désavantage pour nos forces. Cela peut aussi l'être. Et oui, bien sûr, les locaux de la deuxième plus grande ville en Ukraine sont russophones et furent traumatisés en Ukraine. Alors oui, les locaux vont tout faire pour essayer d'aider les Russes à reprendre cette ville. Et sans aucune transition, écoutons un illuminé juvénile qui nous sert de Premier ministre. Est-ce qu'il y a un risque que l'Ukraine perde la guerre, en fait? Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on envoie des troupes au sol? Évidemment, depuis le début, encore une fois. Je me souviens au début qu'on expliquait qu'ils ne tiendraient pas quelques mois. Ils ont tenu. Et moi, je le crois profondément, si nous continuons à les soutenir, ils continueront à tenir. Et si vous me permettez juste un mot, pourquoi est-ce que c'est important de permettre à l'Ukraine de tenir? D'abord, c'est important parce qu'on parle d'un pays démocratique, souverain, qui est attaqué par un pays qui ne l'est pas et qui cherche à l'envahir et à l'annexer. On ne peut pas accepter. Moi, j'ai pas envie que ma génération elle vive dans un monde, dans les années à venir, où on accepte
qu'un pays prenne le pouvoir sur un autre par la force, alors que ce pays est démocratique et qui choisit librement de s'administrer. Première chose. Et donc on fait quoi pour la Palestine? Parce que là, ça correspond exactement à sa description. Mais au final, là, on fait rien du tout. On joue à l'autruche, on se cache la tête dans le sol et on voit rien du tout. Retour sur l'illuminé. Mais c'est important de permettre à l'Ukraine de tenir aussi pour les Français dans leur vie quotidienne. Moi, je discute beaucoup avec les Français, je lis les courriers qu'ils m'envoient. Il y a des Français qui me disent, bon, ça fait 2 ans que ça dure et on voit bien que cette guerre, elle a un coût dans notre vie quotidienne. Il y a l'inflation sur les prix alimentaires, il y a l'inflation sur les prix de l'énergie, ça a un coût. Et moi, ce que je veux rappeler, c'est que oui, la guerre, elle a un coût, mais que la victoire de la Russie sur l'Ukraine, elle aurait un prix, je le dis, exorbitant pour les Français. Concrètement, qu'est-ce qui se passerait si la Russie gagnait sur l'Ukraine dans la vie quotidienne des Français? D'abord, explosion de l'inflation alimentaire encore plus importante. La Russie et l'Ukraine, c'est les premiers producteurs mondiaux de céréales. Donc si la Russie prend le pouvoir sur l'Ukraine, ça veut dire qu'ils peuvent encore plus déstabiliser le marché mondial des céréales. Et donc là, vous avez une inflation plus importante alimentaire qui explose. 2, l'énergie. Des puissances énergétiques. Et donc on a des prix de l'électricité qui augmenteraient encore plus. 3, la migration. Vous auriez évidemment beaucoup de populations ukrainiennes et probablement de pays autour qui craindraient pour leur survie, qui chercheraient à se déplacer pour se protéger. On aurait la plus grande vague migratoire en Europe jamais connue. Voilà, et bien sûr, essayer de trouver la voie de la paix, ce serait pas la meilleure solution, car ça, visiblement, la paix, ça rapporte pas assez de pognon. Et puis, avec la paix et l'amour du prochain, c'est vraiment très très dur de pouvoir contrôler les masses. Allez, on passe à un autre génie de la Macronie, le séjourné sinistre des affaires étrangères. La Russie aujourd'hui nous attaque. Ouais, voilà. Alors, sur le volet informationnel, sur le volet informatique. On est dans une situation de fragilité avec la préparation des élections européennes, avec la préparation des Jeux Olympiques, et la France ne permettra pas qu'on attaque nos services publics, nos transports, nos hôpitaux. Et imaginez 2 minutes que nous n'ayons plus d'hôpitaux dans la région parisienne, que les transports s'arrêtent à cause des attaques informatiques de la Russie. Voilà, imaginez que les Russes piratent Jupiter et que des Jupitériens viennent nous attaquer et nous manger. Car oui, messieurs, dames, les Jupitériens sont cannibales. Alors imaginez comment les Russes sont vraiment très très méchants de les avoir contactés et de nous les envoyer. Voilà. Et écoutez comment le séjourné fait double jeu. Politico a analysé les données du Centre pour la recherche sur l'énergie et la propriété de l'air, un think tank finlandais qui montre que la France, comme vous venez de dire, a importé pour plus de 600 millions d'euros de GNL, de gaz naturel liquéfié en Russie. Tout cela, évidemment, pose question quand on a entendu les positions belliqueuses d'Emmanuel Macron il y a de ça quelques semaines, et puis la réitération par son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui disait que la France et la Russie n'avaient pas intérêt à se parler, mais visiblement, elles ont intérêt à commercer par le biais de contrats qui ne sont pas mis en cause par les sanctions européennes. Voilà donc, selon le séjourné, les Russes cyberattaquent nos hôpitaux et vont envoyer les Jupitériens nous bouffer. Et en même temps, le fameux en même temps de la Macronie, les macronistes achètent plus de 600 millions d'euros de gaz naturel liquéfié aux très très grands méchants russes. Et c'est là où on se dit, mais ils délirent complètement dans ce gouvernement et que la poudreuse, ça commence à taper très très dur dans la caboche. Et puisqu'on parle de poudreuse, écoutons Boris Johnson, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Parce que si l'Ukraine tombe, ce sera une catastrophe pour l'Occident. Ce sera la fin de l'hégémonie occidentale. Et nous n'aurons à blâmer personne d'autre que nous-mêmes. Eh bien, toi et tes potes, vous aurez tout le temps de vous blâmer en prison. Et écoutons le nouveau président slovaque, Peter Pellegrini. Mon idée est la paix et l'arrêt des meurtres. Je déclare clairement que je suis un homme politique qui n'autorisera jamais un soldat slovaque à aller se battre en Ukraine. C'est pourquoi je pense que nous n'avons pas à effrayer les gens, mais plutôt le contraire. J'ai en fait assuré chaque mère et chaque père en Slovaquie que leur fils n'irait pas se battre en Ukraine. Regardons ce qui se passe dans le monde. Le président polonais a dit que la guerre n'était pas loin et qu'il ne savait pas quelle année elle toucherait aussi son pays. En Suède, des dépliants sont distribués décrivant comment survivre en cas d'invasion et de conflit armé. En Allemagne, le ministre de la Défense a dit qu'il faut apprendre aux enfants les règles de conduite en temps de guerre. Et comment se protéger. Donc de ce point de vue, on ne sait pas encore comment ce conflit va se terminer. Je suis très heureux de m'être joint au cercle des hommes politiques. Il est évident qu'il y a de nombreuses opinions.
Mais je vais le dire franchement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je préférerais écouter les paroles du pape plutôt que dans ce cas, celles du président français Emmanuel Macron. Bien que je le connaisse, nous sommes en désaccord. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, quel bonheur d'écouter un homme de bon sens comme lui ou Viktor Orban, alors que l'Ukraine se prépare pour une guerre très sale. Le régime ukrainien se tourne vers une guerre sale, vers des attentats, vers de plus en plus d'attentats terroristes. D'ailleurs, si vous le permettez, j'ai un exemple quand même assez flagrant. Début avril, le FSB donc a arrêté une voiture commerciale d'ailleurs, un espèce de break à la frontière russo-lettonne, et cette voiture contenait donc des explosifs, beaucoup d'explosifs, mais le plus grave, c'est qu'il y avait 27 icônes orthodoxes trafiquées avec donc des explosifs dedans, qui auraient été ensuite acheminées à Moscou. Et évidemment, comme ce sont des icônes, ces icônes auraient été donc ventilées dans des églises, dans des paroisses, et auraient pu exploser après avec une télécommande. On voit bien que là, on atteint le summum, je dirais, de la monstruosité, c'est-à-dire que on est vraiment dans... C'est répugnant, j'arrive même pas à trouver le mot parce que trafiquer des icônes pour les faire exploser ensuite dans des lieux publics et dans des lieux religieux, c'est vraiment abject. Et ça, c'est clairement abject, comme ces gens du sommet de la pyramide qui nous préparent éventuellement un deuxième Tchernobyl. Donc je crois que la situation est tellement gravissime sur le plan des conséquences que personne n'ose avouer concrètement qui est à l'origine de cela, enfin, du moins personne en Occident. J'ai même vu sur le site de Microsoft l'annonce très claire que les drones qui avaient été tirés sur la centrale étaient des drones russes. Je l'ai vu de mes yeux encore il y a 24 heures. C'est absolument délirant de voir autant de désinformation, et la raison en est que je crois que l'Occident, dans cette guerre, n'aurait aucun scrupule à envisager un deuxième accident nucléaire de type Tchernobyl, dans la mesure où cela aurait la possibilité de geler le conflit et d'empêcher les troupes russes de confirmer leur avantage militaire sur le terrain. Voilà donc pour éviter de se prendre une raclée officielle dans la guerre contre la Russie, le fameux axe du bien, l'OTAN bien sûr envisage certainement un deuxième Tchernobyl. Alors bon, visiblement cette centrale nucléaire résiste depuis pas mal de temps jusqu'au jour où éventuellement elle explosera et créera un énorme carnage à travers toute l'Europe. Allez, retour de suite sur Eric de Nessé. Maintenant, effectivement, nous sommes concrètement des co-belligérants, tous les pays de l'OTAN, tous les pays de l'Union européenne qui soutiennent l'Ukraine à ce niveau-là, qui forment des Ukrainiens sur notre territoire, ce qui est notre cas, qui leur donnent du matériel, des munitions, qui ont imposé des sanctions vis-à-vis de Moscou, qui interdisent les médias russes. On ne peut pas dire qu'on n'est pas en co-belligérance. Alors, c'est terrible parce que ce n'est au sens propre, ce n'est pas notre guerre. Quand je dis ça, il faut faire attention à deux choses. C'est que dès qu'on évoque ça, les gens vont dire oui, mais c'est de la lâcheté. Non, il y a des situations où pour défendre le pays, on doit se battre, mais ce conflit ne nous concerne pas depuis le début. Il faut rappeler que l'Ukraine était un État failli. 52 millions d'habitants en 1991 lors de l'indépendance, 43 millions au début du conflit. C'est le seul exemple que nous ayons dans le monde occidental d'un État qui perd 9 millions d'habitants sans connaître de situation de guerre parce que c'était un pays qui était tellement criminel, tellement corrompu que les habitants partent. Aujourd'hui, on est probablement aux alentours de 30 millions d'habitants, c'est-à-dire que ça a continué. Et oui, l'Ukraine, c'est la corruption généralisée à très très haut niveau. L'Ukraine, avec sa richesse inouïe, ses plaines céréalières, son sous-sol qui est gorgé, etc., de toutes sortes de minerais, l'Ukraine fait partie des 4 pays les plus pauvres, où le revenu est le plus bas. Pourquoi? Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Ah oui. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'accointance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les petits contribuables français, le contribuable pauvre en France, va entretenir le corrompu
ukrainiens riches. Et ça me pose peut-être un petit problème. Et oui, donc d'un côté, il y a poudré numéro 1, Zelensky, cité partout dans tous les Panama Papers, qui a son meilleur ami, poudré numéro 2, le Macron, qui a fait disparaître des millions d'euros de sa feuille de déclaration de patrimoine. Magie. Et sans transition, admirer le sourire psychopathe de la femme de Zelensky quand le journaliste lui demande qu'ont perdu les familles d'Ukraine. Qu'ont perdu les familles d'Ukraine. Мені здається, на це питання неможливо відповісти коротко, як ви просите. Et là, dans sa tête, elle doit penser « Qu'est-ce qu'ils ont perdu, ces gueux ? Certainement la vie ou leurs enfants dans des réseaux d'amoureux des enfants. » Bref, ce qui se passe dans sa tête a l'odeur des faux sceptiques de l'humanité. Allez, on passe tout de suite à une autre crapule, le ministre des Finances en Ukraine. On n'est pas là, bien évidemment, pour faire de la politique fiction, mais si je comprends bien ce que vous dites, vous imaginez que l'économie russe, à retardement ou avec une forme d'inertie durant les mois à venir, va subir des dommages plus importants que ce qu'elle a connu jusqu'à présent. Parce que notre ministre de l'économie, par exemple Bruno Le Maire, avait annoncé vouloir s'était mettre à genoux, je crois, l'expression l'économie russe. Par la force des choses, l'économie russe aujourd'hui n'est pas à genoux, mais on peut imaginer, notamment avec l'exclusion par exemple de la Russie, de la BRI, du Conseil de la BRI, la privation de SWIFT également, que durant l'année 2025-2026, la Russie soit réellement exclue du monde occidental, en tout cas avec son économie en pâtisse. Personne ne doute. Tout d'abord, je ne suis pas du tout d'accord que l'économie russe n'est pas à genoux. L'économie russe est déjà à genoux. Je vous en assure, parce qu'il y a beaucoup de données objectives qui en témoignent. Voilà, donc ce gars, c'est un copier-coller de Bruno Le Maire, le plus grand atrophié du cerveau qui nous sert de sinistre des finances en France. Et regardez comment la Russie, à genoux, s'en sort plutôt pas mal avec ses nouvelles machines à laver. Voilà donc de nouveaux tanks tout beaux, tout neufs, tout modernes qui vont encore sortir des chaînes de production russes. Et attention, apparemment des chars allemands approchent de Moscou. Voilà, donc ça c'est un léopard allemand 2A6 non détruit entier qui arrive en Russie prêt à être décortiqué pour comprendre les technologies utilisées dans ces tanks. Et écoutez Sergueï Lavrov. Nous sommes placés dans la situation quand quelqu'un essaie de nous infliger une défaite, quand quelqu'un essaie de nous anéantir en tant que joueur global. En fait, ils ne peuvent pas comprendre que nous n'avons pas peur. Eux, ils auront peur, alors que nous, non. Ils auront peur si ce serait l'inverse de ce qui se passe, si quelqu'un était contre eux avec tous les moyens de l'économie mondiale. Au contraire, en ce qui nous concerne, cela ne fait que nous renforcer. Je pense que ce sont de bonnes leçons à tirer de l'histoire. Parce que 250 ans de l'histoire, ce n'était pas suffisant pour eux de le comprendre. Alors, rien à ajouter, l'OTAN veut la mort de la Russie se défendra sans aucune peur. La peur n'a jamais fait partie de leur mentalité depuis 250 ans qu'ils subissent des attaques toujours des mêmes. Ce dont on parlera très bientôt. Et on va terminer aujourd'hui avec Marjorie Taylor Greene qui va nous parler de l'inflation galopante à cause du nombre de dollars imprimés aux États-Unis. L'inflation est devenue incontrôlable. Les Américains souffrent chaque jour. Ils peuvent à peine payer leur alimentation, ils peuvent à peine payer l'essence de leur voiture, ils peuvent à peine payer leur loyer. Les jeunes adultes ne pensent même pas qu'ils pourront acheter une maison de leur vivant. Et aujourd'hui, le Congrès, la chose la plus importante que cette Chambre pense devoir faire est d'envoyer 61 milliards de dollars de plus pour une guerre en Ukraine que le peuple américain à 70% ne soutient pas.
Alors voilà, ceci est notre futur. Si nous ne bougeons pas, c'est exactement le même scénario dans toute cette Europe mafieuse. Ils impriment toujours encore plus de billets pour que l'inflation augmente les prix mais pas les salaires et donc ils vont tous nous ruiner. Nous devons sortir de cette Europe totalement corrompue. Alors votez bien les amis pour les prochaines élections européennes. Notre vie, celle de nos enfants en dépendent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voudrais juste vous demander un petit service. Beaucoup d'entre vous ont cru que j'avais arrêté de faire des vidéos car je ne publiais plus rien sur YouTube. En fait, c'est pas que je ne publiais plus rien, c'est que si je publiais mes vidéos sur YouTube, ma chaîne allait sauter. Alors, j'ai créé une petite chaîne sur Odyssée où je publiais plein de nouvelles vidéos. Je vous laisserai le lien ci-dessous. Actuellement, il me manque 230 personnes pour atteindre les 100 000 abonnés. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre ce chiffre symbolique. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci d'avance à vous tous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie aussi de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.